va s'en Voilà. sortir. Parce que Bonsoir là, à toutes et à tous. Il est 19 heures. Je vais demander à chacun et à chacune de rejoindre sa place. il y a Laurent qui va avec 5-10 minutes de retard. Donc si tu veux attendre 5-10 minutes, il sera là. Parce qu'il n'y a pas donné de pouvoir. Bonsoir tout le monde. Oui, mais il va arriver. Gustave, bonsoir. Parce qu'on est très contraint par l'horaire. Monsieur Leleu doit envoyer des éléments en préfecture. Je sais. Voilà, je vais demander à chacune et à chacun de rejoindre sa place, s'il vous plaît. Il faut qu'on commence à l'heure parce qu'on est très contraint au niveau timing. Bonjour Madame Lefebvre. Excusez-moi. Très bien. Il y a encore des gens qui vont arriver. On m'a dit que Monsieur Meunier allait arriver. Il y a peut-être quelques autres conseillères ou conseillers municipaux qui vont encore arriver. De toute façon, on a le quorum. On va démarrer parce qu'on a des contraintes horaires. Je vous expliquerai après. Mais je ne peux pas me permettre de prendre du retard. Monsieur, j'attends quand même que le DGS soit prêt. Voilà, je vais demander... De toute façon, le quorum, on l'a. Donc, on peut démarrer. Je vais demander donc à Madame Bocquet de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à toutes et tous. Gustave Dassonville. Présent. Gauthier Desplanques. Présent. Véronique Six. Yvan Aignan représenté par Isabelle Cornette. Lydie Vivier représentée par Pascal Van Vlassenbroek. Patrick Splet représenté par Gauthier Desplanques. Marie-Thérèse Canotte. François de Driver. Aline Corbillon. Laurent Meunier. Il va arriver. Oui, il arrive. Pascal Van Vlassenbroek. Georges Canotte. Dominique Cohn. Dominique Vout. Philippe Dosière. Sylvie Derdenne. Christophe Bécard. Isabelle Cornette. Laurence Van de Velde. Frédéric Kranowski. Céline de Mangon. Michael Dierix. Lucie Boquet présente. Fabiola Carré. Virginie Collier. Jocelyne Lefebvre. Sylvie Gilmet. Alain Cap. Yasmina Chigri. Laurent Corr représenté par Alain Cap. Jean-François Caron. Marie-Paul Eblé. Jean-Christophe Détailleur. Christine Guéquière. Jean-Marc Dioppa. Merci. Voilà, merci Madame Bocquet. Alors, nous allons demander à Madame Pascal Van Vlassenbroek de bien vouloir être notre secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne ? Très bien, merci pour elle et pour nous tous d'ailleurs. Oui, alors, pourquoi le timing est aussi serré ? Parce que, vous avez vu, on a 5 délibérations, puisque à celle qui concerne la désignation des délégués suppléants pour les élections sénatoriales de septembre, nous en avons ajouté 4 qui concernent les rythmes scolaires, une délibération pour décider de revenir, pour décider de demander la dérogation afin de pouvoir revenir à la semaine de 4 jours dans nos écoles publiques. Et puis les autres délibérations sont la conséquence de cette délibération numéro 2 qui consiste à revenir à la semaine de 4 jours. Or, concernant les résultats de la désignation de nos suppléants pour les élections sénatoriales, ils doivent être transmis par mail à la préfecture par le directeur général des services avant 21h. Normalement, c'est faisable d'avoir terminé avant 21h. Oui, mais enfin, vous allez voir, ça pourrait être plus long que prévu parce que pour cette désignation de suppléants pour les élections sénatoriales, le vote est à bulletin secret. On a préféré prévoir un isoloir de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation possible et pour faire les choses dans les règles. Et vous savez, le temps passe vite. Je ne serais pas surpris qu'avec le vote, puisqu'on va voter un par un en passant par l'isoloir, etc., je ne serais pas surpris que cette première délibération concernant les élections sénatoriales nous prenne 1 heure. Ce qui fait qu'on serait déjà à 20 heures et ensuite on en a encore 4 de délibération et je vais vous demander s'il y a question, s'il y a débat, d'essayer d'être court
dans les échanges, de manière à ce qu'avant 21h, monsieur le directeur général des services puisse transmettre à la préfecture, comme ça nous est demandé par le préfet, par les services du préfet, les résultats concernant la première délibération, c'est-à-dire la désignation de nos suppléants pour ces élections sénatoriales. Voilà. Alors, ce petit avertissement étant fait, je vous précise, concernant justement les élections sénatoriales, que nous sommes, donc ça je ne vous l'apprends pas, nous sommes 35 élus dans ce conseil municipal. Je vous confirme que nous sommes les 35 grands électeurs, c'est-à-dire délégués pour les élections sénatoriales. C'est-à-dire que le 24 septembre prochain, le jour des élections sénatoriales, tous les 35, nous votons. Nous sommes tous grands électeurs de droit. Ça, c'est la première information. Enfin, elle est reprise dans la délib, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. En revanche, nous n'avons pas, nous, à Halluin, de grands électeurs supplémentaires. Une autre information que je suis tenu de vous donner de par la loi, c'est que, eu égard au fait que je suis, en ce qui me concerne, à la fois élu municipal et conseiller départemental, je dispose personnellement de 2 voix pour voter aux élections sénatoriales. Les textes prévoient que je peux utiliser ces 2 voix. Mais simplement, alors ne me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est un peu compliqué les choses, mais c'est le législateur qui l'a voulu ainsi, je ne peux pas glisser les 2 bulletins dans l'urne. Les textes me commandent de désigner une Halluinoise ou un Halluinois inscrit sur la liste électorale d'Halluin pour glisser mon 2e bulletin dans l'urne, le jour des élections sénatoriales. Je peux en glisser un. Et celui que je glisse, c'est en tant que conseiller départemental. Donc, en tant qu'élu municipal, je dois désigner donc un Halluinoise ou un Halluinois inscrit sur la liste électorale de la commune, et il faut que j'informe le conseil municipal et les Halluinois de l'identité de la personne que j'aurai choisie. Je vous informe donc que j'ai choisi Madame Isabelle de Beaumont à cette fin. Voilà, cette information étant faite, nous allons donc passer à la première délibération qui concerne donc la désignation de nos suppléants pour ces élections sénatoriales. Alors, nous en avons 9 en ce qui concerne la commune d'Halluin. Vous avez un tableau qui est annexé à la délibération. Donc, c'est en fonction du nombre d'habitants. On a donc 35 grands électeurs, c'est nous, tous ceux qui sont autour de cette table. 0 délégués supplémentaires. Et en revanche, nous devons désigner 9 suppléants. Nous devons donc, pour ce faire, organiser un scrutin qui va donc avoir lieu dans quelques instants. Il s'agit d'un scrutin proportionnel avec application de la règle de la plus forte moyenne, pas de possibilité de panacher, pas de vote préférentiel, à peine de nullité. L'élection se fait sans débat, ça va nous faire gagner du temps, et au scrutin secret. Alors, chaque membre de ce conseil municipal où chaque groupe peut proposer une liste de candidats pour ces 9 suppléants. Cette liste peut être complète ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez proposer les 9, mais vous pouvez en proposer moins. Pas plus, évidemment, puisque nous n'en avons que 9. Alors, j'ai pas expliqué ce que c'était que ces suppléants. C'est vrai que le sachant, je ne pense pas à le préciser, mais je pense que c'est mieux en le précisant. Alors, en fait, vous allez peut-être trouver que c'est beaucoup de démarches finalement pour pas grand-chose, mais le législateur, dans sa grande sagesse, prévoit tout. En fait, ces 9 personnes qui doivent être des Halluinoises ou des Halluinois inscrits sur la liste électorale d'Halluin, ces 9 personnes sont des personnes qui seraient amenées à voter au lieu et place de l'une ou de l'un d'entre nous le jour des élections sénatoriales si l'une ou l'un d'entre nous faisait défaut, en raison d'un empêchement, quel qu'il soit. Voilà. Donc, si nous, les 35, on peut tous se rendre le jour des élections sénatoriales pour accomplir notre devoir électoral, aucun des suppléants n'aura à se déplacer. Si une personne fait défaut, c'est là qu'on doit commencer à puiser dans nos suppléants. Et vous allez voir que vous allez même devoir aller jusqu'à désigner le suppléant ou la suppléante que vous souhaitez, pour le cas où vous, précisément, personnellement,
vous faisiez défaut le jour des sénatoriales. Mais ça vous sera demandé pendant les opérations de vote, après avoir voté. Je ne sais pas si c'est M. Leleu ou c'est Mme Vercruis, mais quelqu'un va vous attraper pour vous demander quelle est la personne de votre choix. Il en sera pris note. Et si le jour des élections sénatoriales, vous faisiez défaut, ce sera cette personne-là que vous aurez désignée qui vous substituera. Voilà. Sous réserve qu'elle soit élue au final, qu'elle soit désignée au final, puisque c'est un scrutin proportionnel. C'est juste la liste qu'il faut choisir. Ah, c'est la liste qu'on choisit, c'est pas la personne précise. Bon, très bien. Donc c'est la liste que vous devez désigner, autant pour moi. C'est la liste que vous devez désigner et pas la personne précise. Alors justement, concernant ces listes, donc chaque groupe peut proposer une liste. Je vais, pour le groupe majoritaire, vous donner connaissance de la liste que nous proposons. Et ensuite, j'appellerai les groupes du conseil municipal, ou même tous les conseillers municipaux, puisque, en théorie, chaque conseiller municipal peut proposer une liste. Bon, on ne nous a pas informé que c'était le cas, mais comme vous avez jusqu'au moment du scrutin pour le faire, je dois poser la question. Alors, concernant le groupe majoritaire, nous proposons une liste de 9 personnes. Donc, la première personne qui figure sur... Ah oui, je n'ai pas précisé que les listes doivent être paritaires. Et il faut donc en alternance proposer un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Bon. Donc, concernant le groupe majoritaire, nous proposons les 9 personnes suivantes. En numéro 1, il s'agit de M. Quentin Soldera, qui habite Chemin de Loisel à Halluin. En numéro 2, il s'agit de Mme Isabelle Lévesque, qui habite rue Arthur Hout à Halluin. Évidemment, je ne vais plus dire Halluin, ils habitent tous à Halluin. Hein. En numéro 3, il s'agit de M. Laurent Six, qui habite Allée du Bois Joli. En numéro 4, Mme Ludivine Pérez, qui habite rue du Maréchal Leclerc. En numéro 5, M. Jean-Pierre Polnec, qui habite rue des Frères Lumière. En numéro 6, Mme Cathy Sénave, qui habite Chemin de Loisel. En numéro 7, M. François Bécard, qui habite Impasse du Mamelon Vert. En numéro 8, Mme Chantal Blic, qui habite route de Lincel. Et enfin, en numéro 9, M. Dimitri Verstrat, qui habite rue Émile Zola. Telle est la liste donc, pour ces délégués suppléants proposés par le groupe majoritaire. Je me tourne maintenant en premier lieu vers les groupes. Je demanderai après s'il y a un conseiller ou une conseillère qui souhaite présenter une liste. Je me tourne en premier lieu vers le groupe En Avant Halluin pour savoir si vous proposez une liste et si oui, laquelle. C'est M. Caron qui prend la parole. M. Caron, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc notre liste est la suivante. En première place, donc Emeline Bécher qui habite rue Charles Windels. Ensuite, deuxième, Thierry Combas qui habite rue de Lille. Émilie Poissonnier, allée du Muguet. Michel Coquet qui habite rue Van der Merch. Caroline Federbe, allée Georges Pompidou. Abdel Fattah Arabe qui habite rue Émile Zola. Claire Verquin, avenue des Tuileries. José de Carvalho, rue de Neuville. Et enfin Geneviève Saison, rue du Cimetière. Je vous remercie, M. Caron. Donc il en a été pris note. Monsieur Détailleur pour le groupe 100% Halluin, je vous en prie. Pour des raisons de praticité, nos conjoints, donc Eblé Michel, qui habite donc Place de Gaulle, et Détailleur Patricia, Clos du Loisel. Très bien, donc une liste de 2 personnes. Absolument. Je vous remercie, ce qui est parfaitement votre droit. Merci, Monsieur Détailleur. Est-ce qu'il y a l'une ou l'un de nos collègues, conseillers municipaux, qui souhaitent présenter d'autres noms comme candidats? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous allons donc, maintenant que nous avons tous les candidats à ces postes de suppléants, nous allons donc procéder au scrutin. Alors, on doit commencer par désigner un ou une secrétaire. Je vous propose Madame Pascale Van Vlassenbrock, qui sera donc 2 fois secrétaire ce soir, mais on a vérifié, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Est-ce que tout le monde accepte que Madame Van Vlassenbrock soit secrétaire pour ce scrutin? Pas de problème? Je vous remercie. Les textes sont très précis en ce qui concerne les 4 assesseurs. Il y en a 4, et cette fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut prendre les 2 plus jeunes et les 2 plus âgés.
Alors je commence, c'est très agréable, hein, on va être dénoncé, c'est surtout pour les plus âgés. Bien sûr parmi les présents, car nous avons des âgés non présents. Bon, on ne donnera pas de nom, surtout que par définition, ils ne sont pas présents. Bon, alors je vais commencer par les deux plus jeunes. Alors, les deux plus jeunes présents, et je parle sous le contrôle de Monsieur Leleu qui a le tableau devant son nez avec les dates de naissance. Pour moi, les deux plus jeunes présents, je parle sous votre contrôle, sont Lucie Boquet et Michael Dierix. J'ai effectivement vu que les deux étaient là. De toute façon, c'est les deux plus jeunes du Conseil et ils sont là tous les deux, donc c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous êtes donc assesseurs. Normalement, on va quand même avoir quelqu'un de l'opposition, par chance, parce qu'il y a des absents. Alors, pour moi, les deux plus âgés présents, je parle toujours sous votre contrôle à tous, et notamment le contrôle de monsieur le DGS, qui a le tableau avec les dates de naissance sous le nez. Ce serait monsieur Georges Canotte, d'une part, et madame Jocelyne Lefebvre, d'autre part. S'il n'y a pas d'erreur. T'es plus âgé que Georges, oui, mais t'es secrétaire. Donc forcément, tu ne peux pas être assesseur. C'est la raison pour laquelle on est tombé après sur le nom de Georges Canotte. C'est gentil de te dénoncer, Pascal, parce que c'est comme Madame Lefebvre, tu ne les fais pas. C'est toi qui l'as dénoncé, ben c'est pas très galant. C'est pas très galant. Donc, vous me confirmez qu'il n'y a pas d'erreur, Monsieur Leleu ? C'est bien ça. C'est bien ça, donc ce sera bien Monsieur Georges Canotte et Madame Jocelyne Lefebvre. Donc, je récapitule, nos 4 assesseurs sont Lucie Boquet, Michael Dierix, Georges Canotte et Jocelyne Lefebvre. C'est bien parce que le hasard fait qu'on a quand même quelqu'un de l'opposition et moi je trouve ça bien, d'avoir au moins une personne de l'opposition dans les assesseurs. Alors, nous allons voter un par un et une par une dans l'ordre du tableau. Ce sont les textes, on n'a pas le choix, donc je vote le premier. Et ensuite, dans l'ordre du tableau, donc ce que je propose, c'est que vous appeliez les noms. C'est Lucie Boquet qui va le faire ? Très bien, c'est parfait. Ça me va très bien. Voilà, et puis ensuite... D'accord. D'accord, donc on attend que Madame Vercruis revienne avec les bulletins de vote. Sinon, tu dis le nom après moi. Tu peux dire le nom après moi. Et bien la voilà. C'est fabuleux. Elle est bolo. Et donc quand Madame Vercruis sera installée, on souhaite la bienvenue à Laurent Meunier. Donc Laurent, tu vas avoir à l'appel de ton nom à aller voter tout simplement pour la liste de ton choix. Monsieur Cap demande la parole. Vous l'avez, Monsieur Cap, je vous en prie. Est-on obligé de recopier l'ensemble de nos 9 personnes ou peut-on utiliser une liste que l'on a pré-tapée informatiquement ? Non, Monsieur Corse ce matin nous a transmis la liste, donc elle est sur la table, tout a été fait. Voilà, c'était pas obligatoire, mais par commodité, ça a été fait ainsi, hein, c'est-à-dire qu'on a... Monsieur Corr a eu la gentillesse de transmettre la liste, qui fait qu'on a pu préparer ce qu'il fallait. Donc vous aurez des bulletins avec ce qu'il faut. Donc, Madame Vercruis, elle est où ? Elle est repartie ? Donc on va attendre qu'elle revienne. Comment ? De Monsieur Détailleur. D'accord. Donc nous sommes en récréation jusqu'à ce que Madame Vercruis revienne. Je ne fais pas de suspension de séance. C'est juste une récréation. Donc nous sommes toujours en séance. Alors chacun et chacune peut regagner sa place. Je vais vous donner les résultats de cette élection de nos délégués suppléants pour les élections sénatoriales du mois de septembre. C'est donc un calcul d'une proportionnelle à la plus forte moyenne qui a été appliquée par Monsieur le Directeur général des services. Alors, le nombre de votants, comme cela a été dit tout à l'heure, est de 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls est de 1. Il n'y a
aucun bulletin blanc. Il y a donc 32 suffrages exprimés. Ont obtenu la liste présentée par le groupe majoritaire Changeons l'avenir d'ALU1, donc 24 suffrages, soit 7 sièges, si on peut appeler ça des sièges, de suppléants. 7 suppléants, quoi. La liste En avant ALU1 a obtenu 5 suffrages, ce qui lui donne 2 suppléants. Et la liste 100% ALU1 a obtenu 3 suffrages, ce qui lui donne 0 suppléant. Voici donc les noms que je dois proclamer des suppléants, des 9 suppléants, qui résultent donc de ces résultats. Le premier est Monsieur Quentin Soldera. La deuxième, Madame Isabelle Lévesque. En numéro 3, Monsieur Laurent Six. En numéro 4, Ludivine Pérez. En numéro 5, Jean-Pierre Polnec. En numéro 6, Cathy Sénave. En numéro 7, François Bécard. En numéro 8, Emmeline Bécher. Et en numéro 9, Thierry Combat. Je vous remercie. Cette désignation des 9 suppléants pour les élections sénatoriales est terminée. Je pense, Monsieur Leleu, que vous faites donc circuler maintenant la... Madame Vercruis peut venir, je ne sais pas où elle est passée, elle est repartie. Je tiens ça à sa disposition. Vous lui donnerez. Et donc, il y a une feuille qui va circuler. Elle est en train de circuler. Sur laquelle vous mettez la liste que vous choisissez pour le cas où, le jour des élections sénatoriales, vous ne pouvez pas voter, sachant qu'il n'y a aucun suppléant issu de la liste de 100% ALU1. Donc c'est soit celle de En avant ALU1 que vous pouvez choisir, soit celle du groupe majoritaire. Voilà, donc la feuille va circuler. Je vais continuer le conseil municipal. Vous avez vu que j'avais dit on en aura au moins pour 1 heure avec le premier point. Et bien c'est ça, puisqu'il est 20h04. Voilà, il faut toujours avoir le sens du timing, c'est important. Alors, la délibération numéro 2. Et je vous rappelle qu'on est un peu pressé par les événements, puisque notre directeur général des services doit transmettre les résultats que je viens de vous donner à la préfecture avant 21h par mail. Donc, on va essayer de ne pas trop traîner. La délibération numéro 2 concerne donc les rythmes scolaires et leur modification. Donc il s'agit en fait de la demande que va présenter la ville pour revenir dans nos écoles publiques à la semaine des 4 jours. Mais c'est Madame Six, l'adjointe en charge, qui va vous en dire davantage. Merci, Monsieur le maire. Alors, en effet, donc nous vous proposons donc d'acter donc le retour à la semaine de 4 jours ce soir. En vertu donc du décret qui est paru le 27 juin, donc un décret très très attendu suite à des annonces gouvernementales qui sont intervenues début juin et suite auxquelles nous avons procédé donc à une grande consultation donc sur la ville, tant au niveau des familles que des enseignants. Le décret est donc paru. Contrairement à ce qui était précisé dans la délibération que vous avez eue par courrier dans votre dossier et corrigé dans la délibération qui a été remise sur table ce soir, donc il est paru. Il ne comprend pas de contraintes particulières. Ça veut dire que le contenu du décret est exactement le même que le contenu du projet que nous avions eu quelques semaines de cela. Ce qui est modifié également dans la délibération, donc c'est simplement la numérotation du décret qui est intervenue. Voilà. Et en annexe, vous avez l'emploi du temps qui est un peu changé dans la forme, mais qui sur le fond est exactement le même que dans votre dossier. En fait, le directeur académique du Nord a transmis hier à l'ensemble des communes le nouvel emploi du temps qui devait être utilisé donc, pour pouvoir mettre en œuvre le décret en question. Alors ce décret donc, permet aux communes qui le souhaitent, par dérogation, de revenir à la semaine de 4 jours. Alors vous me direz pourquoi à ALU1 est-on précipité dans cette volonté effectivement de revenir à 4 jours à la rentrée et pas attendre une année, comme quelques villes de France peuvent le faire, qu'on a pu le voir dans la presse. Eh bien,
D'une part, c'est parce que la consultation qui a eu lieu donc, le 8 juin a démontré, pour un taux de participation de 55%, que plus de 80% des votants, familles et enseignants confondus, souhaitaient vraiment revenir à la semaine de 4 jours. Ensuite, le positionnement des conseils d'école qui se sont réunis démontre également que majoritairement, ces conseils d'école souhaitent revenir à la semaine de 4 jours également. Alors, je vais vous donner quelques chiffres par rapport effectivement au vote des conseils d'école, parce que quand on les compare effectivement au pourcentage de la consultation, c'est intéressant. Alors tout d'abord, Jean Moulin Anne-Franck s'est exprimé de la manière suivante, donc 21 voix pour 4 jours, 8 voix pour 4 jours et demi, 3 nuls, c'est-à-dire 72,41% pour 4 jours. La consultation, donc du 8 juin, elle donnait 76,88%. Marie Curie, 21 voix pour 4 jours, 1 voix pour 4 jours et demi, ce qui fait 95,45% pour 4 jours. Michelet, 23 voix pour 4 jours, 6 voix pour 4 jours et demi, 1 nul, ce qui fait 79,31% pour 4 jours. Les deux cumulés, Marie Curie et Michelet, au regard de la consultation, donnaient 82,58%. Donc vous voyez, pour ces deux écoles et un groupe scolaire, puisque Jean Moulin Anne-Franck est un groupe scolaire, Jean Massé Montessori en est un autre. Par contre, Marie Curie et Michelet sont des écoles séparées. Vous voyez que les pourcentages effectivement que l'on retrouve dans les votes exprimés dans les conseils d'école correspondent tout à fait au pourcentage de votes que l'on a retrouvé dans la consultation du 8 juin. Par contre, pour Jean Massé Montessori, nous avons eu 10 voix pour 4 jours, 11 voix pour 4 jours et demi, un nul, c'est-à-dire seulement 47,61% pour 4 jours, alors qu'au niveau de la consultation, nous étions à 81,42%. Voilà. Là-dessus, il est évident que nous ne pouvions pas attendre une année parce qu'il n'y a rien qui nous empêchait de toute façon de revenir à la semaine de 4 jours, contrairement à 3 villes de l'agglomération roubaisienne et tourquenoise, qui sont Roubaix, Mouveau et Forêt-sur-Marque. Roubaix et Mouveau n'ont pas pu revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée, pour la simple et bonne raison qu'ils ont externalisé l'animation périscolaire et extrascolaire, ce qui a impliqué le recours à un marché public. Ils étaient donc engagés par des contrats, et notamment des contrats de prestation pour la rentrée prochaine. Il n'était donc absolument pas possible pour eux, ces deux communes-là, de revenir à 4 jours en septembre, mais bien évidemment, ils y reviendront dans un an. Quant à Forêt, qui est une toute petite commune, je dirais village rural, a, elle, un emploi du temps de 4 jours et demi, avec classe le mercredi matin, et un TAP, ou un NAP, comme on l'appelle, qui a lieu le vendredi après-midi. Et là, les quelques familles concernées, parce que c'est vraiment un petit village, les quelques familles concernées par les NAP ont souhaité rester à la semaine de 4 jours et demi pour pouvoir partir en week-end le vendredi midi. Voilà. Sinon, c'est la totalité des communes de l'agglomération roubaisienne et tourquenoise qui reviennent à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. Et on peut le comprendre parce que la demande est extrêmement forte et de la part des familles et de la part des enseignants. Il est très clair que les rythmes scolaires, depuis 4 ans pour certaines communes, depuis 3 ans pour d'autres, préoccupent toujours enseignants, familles et communes, pour différentes raisons. On est tous d'accord pour dire, en tout cas les enseignants, et je les entends, pour dire que 5 matinées d'enseignement, c'est extrêmement favorable aux apprentissages. Mais souvenez-vous, historiquement, tous autour de la table, tous nous sommes allés à l'école le samedi matin. Ça n'a posé de problème à personne. Au contraire, je dirais, puisque les résultats scolaires à l'époque étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Quelques années, enfin quelques décennies plus tard, nous sommes passés toujours à 4 jours et demi avec classe le samedi matin, mais avec un samedi sur 3 qui était vaqué. Avant les samedis vaqués, il y avait 27 heures d'enseignement par semaine devant les élèves. Lorsqu'on a commencé à vaquer un samedi sur 3, nous sommes passés à 26 heures d'enseignement par semaine. Il est vrai que vaquer un samedi de temps en temps, et particulièrement la veille des vacances, c'est pratique pour le monde du tourisme.
2008 est arrivé avec le décret d'Arcos et la semaine de 4 jours. Et là, nous sommes passés à 24 heures d'enseignement. De 27, on est passé à 26 et à 24. Et vous me direz, comment on fait pour gérer les programmes, pour que l'école reste un véritable lieu de transmission de savoir? Je ne sais pas. Là n'est pas le problème. Mais par contre, là où est le problème, c'est que depuis la réforme des rythmes scolaires, que l'école ait lieu le mercredi matin ou le samedi matin, le taux d'absentéisme est tel que les enfants qui ne viennent pas à l'école le mercredi matin et le samedi matin, eh bien, ils se retrouvent avec 21 heures d'enseignement par semaine. Soit 6 heures de moins que nous, il y a 40 ans pour certains, 30 ans pour d'autres, 25 pour d'autres. C'était hier. C'était hier. Mais inutile de vous dire que tout cela, bien évidemment, ça ne va pas en faveur des résultats scolaires de nos enfants, ni de leurs apprentissages. Une grande fatigabilité également, qui entraîne une surexcitation chez les enfants. Pourquoi? Alors là, ce n'est pas le fait d'avoir 5 matinées, c'est simplement le fait d'avoir différents rythmes qui s'enchaînent tout au long de la journée. 6 rythmes par jour. 6 rythmes par jour pour des gamins de maternelle ou pour des gamins d'élémentaire. Moi, je trouve ça incroyable. C'est pas pour rien qu'on attend le collège, qu'on attend la 6e pour avoir de multiples profs qui enseignent dans différentes disciplines. Or, nous, qu'est-ce qu'on a fait? 6 rythmes différents. Des espaces spatio-temporels complètement différenciés, des adultes différents qui changent à longueur de journée. Tout ceci vient fatiguer l'enfant, vient le déstabiliser, vient le surexciter et en tout cas ne le rend pas disponible pour les apprentissages. Le mercredi, parlons-en. À l'U1, la volonté a été de faire classe le mercredi matin. On est des démocrates. On a suivi la majorité lorsque l'on a fait une concertation il y a 3 ans. Mais ce mercredi est une coupure nécessaire pour les enfants. Tous les chronobiologistes le disent. C'est une journée qui se situe au milieu de la semaine, juste après le lundi et le mardi, et juste avant le jeudi et le vendredi, voire le samedi matin lorsqu'il y a classe. Ce mercredi-là, s'il n'est pas vaqué, s'il n'est pas posé, parce que c'est une journée tranquille pour les enfants, eh bien l'enfant n'a pas le temps de se ressourcer pour le reste de la semaine. Et encore une fois, il n'est pas disponible pour les apprentissages. Ce que j'ai beaucoup entendu de la bouche des professeurs des écoles, aussi bien de maternelle que d'élémentaire, c'est que cette réforme avait procédé à la désacralisation de l'école. Alors vous allez me dire, la désacralisation, c'est quoi ce grand mot? Eh bien, l'école, comme le collège, le lycée, sont censés être des lieux de transmission de savoir, comme je vous disais tout à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, depuis cette réforme, sur une journée de classe, il y a plus d'heures d'animation périscolaire, donc de loisirs, que d'heures d'enseignement. L'école, aujourd'hui, en termes de bâtiments, est beaucoup plus utilisée pour faire des centres de loisirs que pour transmettre des savoirs. Ça a donc modifié le comportement des enfants. Il n'est pas rare de voir des gamins dans le couloir faire des roulades pendant l'école, comme dans un centre aéré. Comme il n'est pas rare d'entendre un enfant tutoyer son professeur, l'appeler par son prénom. Les barrières du respect de l'adulte et de l'enfant, le transmetteur de savoir et celui qui les reçoit, sont tombées. Les comportements des parents sont également changés depuis, pour les mêmes raisons. Il y a une confusion dans les genres. On est prof ou on est animateur? C'est l'école ou c'est le centre de loisirs? Plus personne ne sait. Des grosses difficultés pour les communes aussi, en termes de gestion de nappe. Pourquoi? On a augmenté les contrats précaires de quelques heures par semaine. Ah, on a créé de l'emploi. 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine. Qui peut se satisfaire d'un petit contrat comme ça? Personne. Personne ne peut vivre avec si peu d'heures de travail. Donc il se passe, depuis 4 ans pour certaines, 3 ans pour d'autres, eh bien un turnover inimaginable dans les communes.
Il n'y a plus aucune commune aujourd'hui qui réussit à respecter les taux d'encadrement fixés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est-à-dire un adulte pour 14 enfants en maternelle, un adulte pour 18 en élémentaire. On ne peut plus. Parce que sans arrêt, on a un turnover, sans arrêt, les animateurs nous quittent, parce qu'ils ont trouvé mieux, et j'ai envie de dire tant mieux, mais tant pis pour nous. Donc du coup, on est obligé de recruter qui on trouve. Toutes les communes recrutent des animateurs pour le même temps. Et il n'y a plus d'animateurs. Les organismes de formation n'arrivent même plus à trouver des animateurs pour les former en BAFA parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc on recrute des surveillants, on recrute des mamans, on recrute des gens qui veulent bien faire quelques petites heures pour nous de temps en temps. Sauf qu'on ne fait plus d'animation. On ne fait plus d'animation. On a des gens qui parfois n'ont même pas le minimum de bon sens pour gérer un petit bobo, une petite blessure, qui ne savent pas gérer les conflits d'enfants, qui ne savent pas non plus gérer les conflits d'adultes, parce qu'il y en a aussi. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas fidélisés et ils ne sont pas professionnalisés. Tout cela entraîne bien sûr une grande diminution de la qualité des activités périscolaires, quelles qu'elles soient. Parce que le phénomène fait tache d'huile sur la pause méridienne. Et les enseignants, d'ALU1 comme d'ailleurs, nous disent tous, mais qu'est-ce qui se passe sur la pause méridienne? Il se passe exactement la même chose que sur les nappes. On n'arrive plus à gérer. On n'y arrive plus. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est des écoles à 2 vitesses. Au sein d'une même commune, le public qui est obligé de mettre en place la réforme des rythmes, le privé qui ne l'a pas été. Des écoles à 10 000 vitesses d'une commune à l'autre, parce que les communes ont fait ce qu'elles pouvaient, obligées de mettre en place un décret qu'elles n'avaient pas voulu par le gouvernement précédent. Des différences de richesse d'une commune à l'autre, qui font que certaines communes ont pu mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour mettre plus de qualité dans les nappes, d'autres qui malheureusement étaient très contraintes sur un plan financier et qui n'ont pas pu justement mettre suffisamment d'argent sur les nappes et sur ces activités. Autant d'emplois du temps scolaires différents qui font aussi que impossible de mener une étude scientifique. On ne peut pas mener une étude scientifique sur 30 000 emplois du temps différents. Il faudrait un panel beaucoup plus large, beaucoup plus important pour que l'étude scientifique soit valable et vérifiée, bien sûr scientifiquement. Également, pour les communes, la non-assurance de la pérennisation du fonds de soutien de l'État et donc des financements de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Dans les annonces gouvernementales de début juin, il nous a été également dit que le fonds de soutien était maintenu jusqu'en 2019, mais après, on ne sait pas. Et à un moment où on sait que l'État, le budget de l'État doit être redressé, on l'entendait encore ce matin à la radio, qui dit redressement dit baisse de dotation de toute façon des communes, alors que depuis déjà 3 ans, les dotations des communes ont largement baissé. Alors quelques chiffres en 2 minutes, Oui, et j'en aurai fini, monsieur le maire. Il va falloir, oui, parce que on va exploser l'horaire. Résultat de l'enquête PISA 2016. Elle n'est pas vieille. La France... Donc l'enquête PISA 2016, je précise quand même pour ceux qui nous écoutent, c'est une enquête donc, qui est faite auprès des pays de l'OCDE, donc 35 pays, donc les pays de l'OCDE sont les pays développés en fait, du monde entier. Et c'est une enquête qui vient vérifier les résultats, enfin le niveau scolaire des élèves des différents pays. Donc enquête PISA 2016, la France a été classée 26e sur 35 pays de l'OCDE. Enquête PISA 2012, qui a déclenché la réforme du ministre Peillon, c'est-à-dire la réforme des rythmes scolaires, nous étions 25e. Ce qui veut dire que 4 ans après, et 4 ans après de réforme des rythmes scolaires, on a encore perdu une place.
20% d'enfants illettrés à l'entrée au collège, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Un tiers des collégiens seulement qui accèdent au baccalauréat. Entre 140 000 et 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme. Je pense qu'il est urgent de revoir le système éducatif français, de remettre les apprentissages fondamentaux là où ils doivent être, et surtout de resacraliser l'école, de la rendre comme avant, comme étant un véritable lieu de transmission de savoir, afin que nos enfants soient prêts à recevoir leurs apprentissages. Je vous remercie. Merci Madame Six. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Monsieur Cap, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Madame Six vient de nous faire une soupe très riche de contenu, mais qui laissera, je pense, un goût amer par certains propos que l'on ne peut accepter. À l'entendre, tout était mieux avant. Je pense qu'avec vous, il faudrait revenir au bonnet d'âne. Ça serait quelque chose de très bien. Par la réforme des rythmes scolaires, on a aujourd'hui des enfants qui tutoient les enseignants, des enseignants qui ne savent plus enseigner. Bon, je ne commenterai pas plus vos propos, je vais plutôt m'attarder à expliquer notre position. Nous allons nous abstenir, notre groupe, sur cette délibération. Il est dommage de constater que dès le lancement de cette réforme, elle est devenue un enjeu politique, et on le voit bien ce soir par vos propos. Il est regrettable de constater que celle-ci a créé un déséquilibre entre les villes selon les moyens qu'elles engageaient sur les nouvelles activités périscolaires, au regard de leur situation financière, mais aussi de leurs ambitions dans ce domaine. C'est important, je vous ai entendu parler de loisirs pour ces activités. Or, la culture n'est pas un loisir, la culture fait partie de l'enseignement et l'ambition qu'on veut donner à ces périodes, eh bien, ça relève bien de votre responsabilité, et on s'aperçoit bien que vous n'avez pas voulu donner l'ambition qui était nécessaire et liée à cette réforme. Ne parlons pas des différences d'application entre les écoles publiques et les écoles privées, effectivement. Alors cette réforme elle aurait dû avoir comme élément central la question de l'éducation des enfants. Or, c'est devenu un enjeu d'adultes qui finalement ont très vite oublié la finalité de celle-ci, à savoir l'amélioration du niveau scolaire de nos enfants, de nos élèves. Une réforme mal préparée, mal présentée, mal financée, mal perçue. Une réforme qui aurait mérité d'être soutenue tant l'enjeu était important. Alors faut-il commettre les mêmes erreurs dans son retrait? Aujourd'hui, il semble urgent de tout arrêter, sans laisser le temps d'une analyse approfondie, sans mesurer pleinement l'impact que cela peut avoir eu, positif ou négatif. La majorité a choisi d'aller consulter les parents, d'aller très vite. Nous avons entendu la réponse des parents, nous en prenons acte. Mais nous prenons acte également d'un taux de participation plutôt faible de 55% sur cette question, qui touche pourtant leurs propres enfants. J'avais essayé de minimiser ce taux en montrant des taux très importants sur le résultat en faveur de la journée de 4 jours, mais la participation, elle est toujours de 55% malgré tout. Nous nous interrogeons sur ce qu'il en sera de l'organisation de l'année scolaire prochaine, des modes de garde pour les parents le mercredi matin, sachant qu'il ne reste que les 2 mois, juillet et août. Cela risque d'être manifestement compliqué pour certains parents. Enfin, les activités et la mise en place des nouvelles activités périscolaires depuis 3 ans étaient-elles tellement mauvaises qu'il faille tout arrêter du jour au lendemain? À vous entendre, oui, la réponse est claire dans votre propos. Devant tant d'incertitudes, n'aurait-il pas mieux valu prendre le temps d'y réfléchir sereinement, de voir ce qu'il y avait lieu d'améliorer, de garder, de changer? Trop de questions restent posées pour trancher en toute conscience aujourd'hui. Voilà pourquoi nous choisissons de nous abstenir sur cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Cap.
S'agissant du taux de participation à l'occasion de cette consultation des parents et des enseignants de nos écoles publiques, il est quand même bien supérieur à celui des dernières élections législatives dans notre commune. Et dès lors que la participation dépasse 50%, on peut parler d'un résultat significatif. Je me souviens que lorsque M. Dereau avait organisé un référendum local sur la question de la police municipale, la participation était à peu près de 50%. Monsieur Détailleur, vous aviez demandé la parole également. Absolument, je vous remercie. Les rythmes scolaires, l'intérêt de l'enfant, un sujet majeur. J'écoutais avec attention Véronique Six et Alain Cap, beaucoup de choses vraies au global. Il est vrai que nous connaissons changement sur changement sans cesse en France. Tu l'as rappelé, Véronique, il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas pour les gens de notre génération, on a connu le samedi matin, qui est devenu ensuite assez rapidement un mercredi matin. Donc nous étions bien sur une base de 4 jours et demi. En 2008, tout a changé. C'est Xavier Darcos, ministre de l'Éducation, qui a imposé par décret le 15 mai la semaine de 4 jours. Puis ensuite, retour en arrière. En 2014-2015, selon les communes, on décide donc de revenir aux 4 jours et demi. Et là, on nous explique effectivement que la semaine de 4 jours était source de rupture de rythme, de fatigue pour les enfants. Les spécialistes de l'horloge biologique et du rythme de l'enfant indiquaient par ailleurs que le cycle circadien inclut une augmentation de la vigilance de l'élève et une meilleure mobilisation des processus cognitifs le matin, donc un argument pour revenir à ces 4 jours et demi. Aujourd'hui, demi-tour, nous allons vers la semaine de 4 jours. Très sincèrement, il y a des avantages et inconvénients dans les 2 emplois du temps. J'en suis même à me poser la question, dans 5 ans, si nous avons un nouveau gouvernement, qui nous dit qu'on ne fera pas à nouveau marche arrière? Et les communes subissent ceci. C'est, je dirais, l'une des caractéristiques de la France. Je dis ça avec gravité. Nous sommes le seul pays au monde à agir de la sorte. À 2 km d'ici, si on va à Menin, on s'aperçoit que les rythmes scolaires sont basés sur 4 jours et demi. Ça se passe très très bien. Les enfants sont plutôt moins fatigués qu'en France. Simplement, on a mis en amont l'organisation nécessaire, qui incombe d'ailleurs pas seulement aux communes. Parce qu'il est évident que beaucoup de petites communes, telles qu'Aluin, lorsqu'on leur a demandé en 2015 de mettre en place les nappes, ça pose de gros problèmes. Nous aurions souhaité que l'on se donne le temps de l'évaluation, que l'on fasse tout d'abord un bilan de ce rythme sur 4 jours et demi, pour permettre à l'ensemble de la communauté éducative de faire un véritable choix éclairé. Car faire voter les parents, c'est bien. Mais leur permettre de faire un choix éclairé, c'est mieux. La précipitation n'est jamais bonne conseillère. Un débat, un bilan argumenté, une vraie évaluation, avec une deadline fixée à 2018, aurait été, à notre sens, favorable. Maintenant, concernant ce vote, nous n'allons pas voter ni pour ni contre. Encore une fois, je suis convaincu qu'il y a avantages et inconvénients dans les 2 rythmes scolaires, mais nous n'allons pas prendre part à ce vote. Je vous remercie. Merci, Monsieur Détailleur. Je vais donc soumettre au vote. Je vous rappelle qu'on a des contraintes horaires ce soir. Je vais demander à Monsieur le Directeur Général des Services de revenir. Il n'est pas dans la pièce. Merci, Gauthier. Puisqu'il faut qu'il prenne note du vote qui va intervenir. Donc la délibération qui vous est soumise a pour but donc d'autoriser la ville d'Aluin à faire usage du décret du 27 juin 2017 prévoyant une dérogation possible au schéma d'organisation scolaire actuel, permettant donc de revenir à la semaine de 4 jours. La délibération vous demande aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, d'approuver les amplitudes horaires d'ouverture des écoles publiques. Vous avez un emploi du temps qui était annexé
à la délibération, et ce, à compter de la rentrée scolaire prochaine, septembre 2017. Et la délibération m'autorise à transmettre donc le schéma d'organisation de la semaine scolaire à monsieur le directeur académique des services départementaux de l'éducation. Voilà. Alors j'ai bien noté, on va peut-être commencer par là, que les 2 membres du groupe 100% à l'U1 ne prendront pas part au vote. Donc monsieur Leleu, c'était important que vous reveniez pour le savoir. Donc les 2 membres du groupe 100% à l'U1 ne prennent pas part au vote. Le groupe En Avant à l'U1 peut-il me confirmer qu'il s'abstient? Oui, oui, nous nous abstenons. Très bien, merci Monsieur Cap. Donc pour En Avant à l'U1, c'est abstention de tout le groupe, moins Madame Chigry, bien sûr, qui n'a pas donné de procuration. Qui est pour l'adoption de la délibération? Donc on retrouve tout le groupe majoritaire qui vote pour l'adoption de la délibération. Donc j'ai fait le tour de tout le monde. Elle est donc adoptée à la majorité. Je vous remercie. La délibération numéro 3 va vous être présentée par Madame Six également, et je vais lui demander de faire preuve d'une grande concision, puisqu'il est 20h33. Cette délibération numéro 3 concerne donc, elle est la conséquence, elle concerne les activités périscolaires ainsi que les mercredis récréatifs à l'U1. C'est une modification des règlements intérieurs correspondants. Véronique, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération prévoit simplement de modifier les règlements intérieurs des mercredis et des activités périscolaires que nous avions déjà votés lors d'un précédent conseil municipal, donc pour la rentrée prochaine. Il s'agit simplement ici de venir modifier les horaires, le fonctionnement, puisque le mercredi récréatif va refonctionner à la journée. Jusqu'à présent, donc, étant donné qu'il y avait classe le mercredi matin, nos mercredis récréatifs ne fonctionnaient que l'après-midi avec une pause méridienne. On allait chercher les enfants dans les écoles et on les ramenait donc à Maria Montessori, Jean Massé. À partir de la rentrée, donc, ce mercredi récréatif va refonctionner à la journée comme avant, de nouveau avec une pause méridienne. Voilà, merci. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Je soumets donc cette délibération numéro 3 au vote du Conseil. Qui est pour son adoption? Donc on retrouve toute la majorité. Qui est contre? Là on ne trouve personne. Qui s'abstient? Donc le groupe En Avant à l'U1. Et donc vous ne prenez toujours pas part au vote. Donc... Très bien, donc jusqu'à la fin du Conseil. Très bien, donc je vous remercie. Donc le groupe 100% à l'U1 ne prend pas part au vote. Donc elle est adoptée à la majorité. La délibération numéro 4 concerne toujours les activités périscolaires et les mercredis récréatifs, cette fois en ce qui concerne les tarifs. Véronique, tu as la parole. Merci. Donc là, il s'agit donc toujours suite au nouvel emploi du temps qui sera mis en place à la rentrée des classes, de revoir les tarifs donc des garderies et des mercredis. Donc sachant que là encore, nous avons repris les tarifs que nous avions adoptés lors d'un précédent conseil municipal pour la rentrée prochaine. Nous avons simplement recalculé au prorata temporis les nouveaux horaires donc, qui seront appliqués dans ces différentes activités à la rentrée prochaine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc, je vais passer au vote. Donc, je note que le groupe 100% à l'U1 ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Je m'en doutais un peu, c'est pour ça que j'ai commencé par cette question. Donc, le groupe En Avant à l'U1, abstention. Qui vote pour? Donc, le groupe majoritaire vote pour. La délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie. La 5e et dernière délibération que va vous présenter également Madame Six, que je remercie pour sa concision. Donc, elle concerne les mercredis récréatifs et leur organisation. Et d'ailleurs, tu as un peu défloré le sujet, mais je te donne la parole, Véronique. Merci.
Donc là, en fait, il s'agit simplement de revoir donc l'organisation des mercredis récréatifs, comme on l'a exprimé juste précédemment. Donc à savoir que les mercredis vont refonctionner donc en journée complète, avec une garderie le matin, comment dirais-je, un ALSH classique, matin après-midi, et une pause méridienne, ainsi qu'une garderie donc le soir. Voilà, merci. Décidément, c'est concis. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc 100% à l'U1 ne prend pas part au vote. Le groupe... non, je vais plutôt demander qui s'abstient. Donc, abstention du groupe en avant à l'U1. Qui est pour? Donc, tout le groupe majoritaire est pour. La délibération est donc adoptée à la majorité. C'était la dernière de ce conseil. Je vous remercie pour votre participation à ce conseil municipal. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et donc, rendez-vous à la rentrée pour notamment une rentrée scolaire avec donc 4 jours par semaine dans toutes nos écoles, y compris publiques. Et nous aurons des élections sénatoriales le 24 septembre, si ma mémoire est bonne. Voilà, je vous souhaite un très bel été et dans l'immédiat, une bonne soirée. Merci.